Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. Chers amis, vous l'avez vu, une opération ces derniers jours a été lancée sur Twitch, une opération qui réunit plein de streamers en soutien à la Palestine. Ça a été lancé par Bagheera Jones, ça s'appelle Streamer for Palestinians. On y a retrouvé Horty, Ponce, Angle Droit, Clément Viktorovitch et plein d'autres. Et pour en parler ce soir de cette opération et de la situation à Gaza, j'ai le plaisir d'inviter sur le plateau la responsable du pôle Moyen-Orient de Médecins du Monde, Louise Bichet. Bonsoir Louise. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait parler avec toi de cette opération Streamer for Palestinians notamment. Hier soir, on a une vidéo. Regardez ce qui s'est passé hier soir. On a une vidéo. Hein. Ouais, il y a une vidéo, elle va arriver. Incroyable OMG. On y est là, ça y est. Hein. Ah, ça va le faire, c'est sûr. Hein. Il doit sur la musique. C'est fou. OMG. Joie de Bagheera, alors que 1 million d'euros a été récolté grâce à vos dons, grâce à vous, bravo, merci, au profit de Médecins du Monde. Médecins du Monde est présent à Gaza depuis 2006. La situation aujourd'hui à Gaza est terrible, 70% des bâtiments sont détruits, seulement 13 hôpitaux sur 36 sont encore fonctionnels, 80% des Gazaouis sont déplacés. En février dernier, il y a eu l'installation par Médecins du Monde de 2 équipes mobiles avec des centres de soins de fortune installés à l'entrée des hôpitaux. La situation est absolument terrible. Toi, Louise, tu étais à Rafah en mars dernier et tu y as tourné cette vidéo. On la regarde. Donc on est ici avec l'équipe de Médecins du Monde France dans un des camps de Rafah, un camp de 27 000 personnes. L'équipe de Médecins du Monde France qui travaille ici et qui gère un point médical, plusieurs médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens qui voient tous les jours autour de 500 patients qui présentent pour beaucoup des pathologies de type infection, maladies transmissibles qui sont énormément dues à la vie en proximité, à la vie dans des conditions insalubres. La médiane de la population se trouve entre 18 et 20 ans. Il y a ce que je trouve très marquant, des enfants partout. Ce que l'équipe remonte aussi tous les jours, évidemment, c'est le manque criant de médicaments. Voilà, des images très intéressantes. Tu parles d'un manque de médicaments. Louise, j'ai envie de te demander en première question, qu'est-ce qui a évolué depuis mars dernier, depuis que tu as tourné ces images ? Au lieu de s'améliorer, ça s'est clairement empiré, notamment depuis l'incursion de l'armée israélienne à Rafah et la prise du poste frontière qui était auparavant avec l'Égypte, qui était tenu par à la fois côté palestinien et à la fois côté Égypte. L'aide qui rentrait déjà au compte-gouttes s'est totalement tarie pendant plusieurs jours. Là, quelques camions sont rentrés. Et soit dit en passant, compter les camions, c'est pas une bonne manière de mesurer. On a que c'est ça. très difficile de faire entrer les camions à Gaza. Exactement. Et donc, tout le monde est un peu focus sur le nombre de camions qui rentrent, mais en fait, c'est un paramètre parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, en tout cas, là, ça ne rentre pas, alors que les points de passage existent. Donc c'est vraiment une décision politique. De ne pas ouvrir ces points de passage. Et puis le fait, justement, pour revenir sur l'incursion, ça a fait de nouveau se déplacer les populations civiles pour la 5e fois, 6e fois, 7e fois pour certaines. Donc là aussi, ça a de nouveau dégradé la santé physique et mentale des populations civiles. Donc c'est vraiment pire
là maintenant, début juin. En novembre dernier, le 5 novembre, Meïsara Rayes, qui est médecin urgentiste et superviseur médical chez Médecins du Monde, a été tué, ainsi que plusieurs membres de sa famille, lors d'un bombardement de son immeuble survenu à Gaza City. Vous avez encore des équipes sur place, Médecins du Monde. Combien de personnes de Médecins du Monde sont sur le terrain ? Là, on en a 43 en ce moment. Effectivement, ça a été difficile, évidemment, pour l'équipe sur place. On a continué, pourtant, évidemment, les opérations. On les a augmentées beaucoup, forcément. Il n'y a que ça à faire. Et donc, les opérations se sont développées. Tu le disais tout à l'heure, effectivement, à Rafah, on le voit sur les images. C'est vraiment... Oui, de fortune, très, très clairement, ces points médicaux. C'était déjà un challenge certain d'aller chercher, trouver des piquets en bois, des bâches, des cartons, etc. Et donc, de nouveau, après l'incursion, toute l'équipe est remontée vers Deir el-Bala. Et là, a réouvert de nouveau une grosse clinique, plusieurs points médicaux, et on continue d'ouvrir, en fait. Quelles sont les principales pathologies pour lesquelles les personnes viennent consulter Alors, ça reste effectivement des maladies infectieuses, des maladies transmissibles. Il y a aussi des maladies chroniques qui sont plus du tout prises en charge. Donc, pour ceux qui pouvaient être stabilisés sur des choses, des maladies qu'on sait traiter par ailleurs, même le diabète qu'on peut stabiliser. Voilà, tout ça, ça n'existe plus. Donc, c'est soit effectivement des pathologies de ce type qui dégringolent, en fait, soit des pathologies relativement bénignes, même une infection à l'hépatite A qui est due à l'eau insalubre. En temps normal, on sait la traiter, en fait, quand on a les molécules et quand on sait aussi changer, justement, et avoir accès à de l'eau potable, etc. Donc, c'est pas... Après, évidemment, après, il y a des personnes blessées, etc. Mais sur le gros, si je puis dire, des infections, c'est pas forcément des choses très complexes, mais la situation les rend extrêmement complexes. Et par ailleurs, on voit sur les points médicaux de plus en plus de cas de malnutrition. Et ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Plus les gens sont malnutris, moins ils vont pouvoir lutter contre des infections relativement bénignes. Donc ça va dégringoler très vite. Tu dis, quand on a les molécules, on peut traiter. Je suppose que c'est difficile d'avoir des médicaments sur place ? C'est vraiment un challenge, pas que pour nous, pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, c'est un défi quotidien. Donc il y a une très grande solidarité entre acteurs humanitaires. Donc dès lors que l'un ou l'autre a réussi à faire rentrer un fret, on va pouvoir se dépanner, se prêter des molécules. Nous, on fait des soins de santé primaires, donc c'est vraiment comme des consultations généralistes. Donc voilà, si on a des molécules dont on a moins besoin sur les points médicaux, on va pouvoir les donner à d'autres. Mais ça reste effectivement extrêmement compliqué. On est à flux tendu. Voilà, pareil sur le fuel, par exemple. Ouais. Toi, tu as réussi à aller sur place, je le disais, en mars dernier. Comment tu as fait ? C'est très difficile de rentrer à Gaza. Alors, à l'époque où c'était possible, ça l'est encore, mais avec d'autres conditions. Oui, c'est des convois, en fait, qui étaient coordonnés par les Nations Unies, avec un nombre limité, dans des conditions d'accès qui sont quand même pas simples. Il fallait passer par l'Égypte. Et après, c'est des heures de voiture dans le désert du Sinaï pour arriver jusqu'au point de passage à Rafah. Et puis après, des contrôles très, très longs pour pouvoir rentrer. On a vu le gouvernement français communiquer avec des images de colis largués depuis des avions vers Gaza. Qu'est-ce que ça représente, cette aide du gouvernement français ? Est-ce que c'est suffisant ? Pas du tout. On l'a souvent dit, c'est complètement cosmétique. Ouais. Donc c'est largement insuffisant en termes de volume, évidemment. Et par ailleurs, c'est absolument pas les bonnes modalités. C'est pas comme ça qu'on distribue et qu'on apporte de l'aide humanitaire à des populations. Avion, ça aide pas. Pas du tout. D'accord. Par ailleurs, on nous demande, et c'est tout à fait normal, de la rigueur quand on distribue l'aide alimentaire, quand on a... faut s'imaginer ce que c'est... un camion d'aide alimentaire pour 2 millions de personnes qui ont faim, ça s'improvise pas. Non. Et donc, on l'a vu, il y a quelques images, même s'il n'y a effectivement pas de journalistes à l'intérieur, on arrive quand même à avoir des images. D'abord, il y a des parachutages des parachutes qui s'ouvrent pas, donc qui font des victimes, c'est quand même le comble. Et puis après, ça peut amener à des mouvements de foule, de l'agressivité, voire de la violence, des drames, en fait. Donc, c'est vraiment pas la solution. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Et on utilise le terme de cosmétique parce que... On le rappelle souvent, le droit international humanitaire, les conventions de Genève, elles obligent les États tiers, donc tous les autres États, à faire respecter le droit international humanitaire. Donc vraiment le droit de la guerre, en fait, qui protéger les civils et plein d'autres choses, mais en premier lieu ça.
Et donc, la France et tous les autres États, en fait, sont responsables de leurs actions pour pousser Israël à faire respecter le droit international humanitaire. Donc, on peut se demander si le fait de larguer des colis, est-ce que c'est pour se dédouaner potentiellement d'un manque d'action politique et diplomatique, en fait. Est-ce que l'aide humanitaire, c'est la seule chose qui permet aux populations sur place de survivre? Ou est-ce qu'il y a des ressources sur place? Il y a très, très peu de retours sur place. D'ailleurs, il y a un manque de cash, de liquidité très fort. Là, par exemple, si vous voulez retirer l'équivalent de 100 €, il faut en payer 125 pour avoir accès à du cash, en fait. D'accord. Donc, même retirer de l'argent coûte cher. Et puis, les denrées, le prix est multiplié au moins par 10 pour la plupart des denrées alimentaires. Et enfin, ce qui est disponible, on le voyait déjà au mois de mars, c'est des étals de conserve. Et ça, à force, ça crée des carences très nettes, le manque de produits frais, tout simplement. Donc oui, là, l'aide humanitaire, elle est cruciale. Et en plus, elle ne se fait pas bien du tout. En l'absence de cessez-le-feu, ça ne peut pas continuer à apporter ce qu'il faut. J'avais une petite question par rapport à... c'est vrai qu'on a vu des images, on voit la sous-nutrition, on peut voir des amputations, on a vu des gens malades, mais on voit pas nécessairement, on se figure pas nécessairement... Vous avez parlé de problèmes de santé mentale, c'est une population qui est en état de choc, ça a des conséquences, il y a des gens qui pètent des câbles, quoi, en gros? Alors, il y a déjà effectivement... Puis comment vous le diagnostiquez aussi, comment vous voyez ça? Complètement. Alors, on le voit beaucoup sur les points médicaux. Ça, c'est très net. D'abord, il y a les personnes qui pouvaient avoir des pathologies préexistantes, qui, là aussi, je parlais des maladies chroniques, qui pouvaient être plus ou moins stabilisées avec, là aussi, les bonnes molécules. Et ça, c'est plus le cas. Donc, des personnes qui ont des pathologies psychiatriques lourdes, par exemple, là, il n'y a plus rien. Et après, il y a toutes les personnes qui, effectivement, n'avaient pas forcément de pathologie, en tout cas de problèmes de santé mentale, qui, là... dévissent complètement. En fait, il faut vraiment se rendre compte que c'est des bombardements permanents. Les nuits sont entrecoupées de bombardements, donc il n'y a pas le sommeil réparateur. Il y a les drones. Les drones, les tirs au loin, ça aussi, c'est tout le temps. Donc c'est vraiment un environnement de stress et d'anxiété permanente. Et ça va vraiment... Soit il y a des gens qui vont effectivement, des personnes qui vont décompenser tout d'un coup, et là, ça va mettre à risque elles-mêmes et puis l'entourage. Il n'y a plus la communauté de support pour les personnes qui se sont déplacées. En fait, il n'y a plus le réseau de soutien, d'entraide. Tout ça vole en éclats. Il n'y a pas de perspective non plus. On parle beaucoup du sommeil. J'y reviens pour les enfants, c'est très net. Sur des années en fait qui sont cruciales en termes de développement cognitif, de développement émotionnel. Et ça va créer en fait des... C'est une génération gâchée. C'est dur de dire ça, mais en tout cas, oui, pour nombre d'entre eux, probablement qu'on va voir des effets à long terme et pour certains, irréversibles. Emilien, tu avais une question sur la Cisjordanie et le Liban. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, ce qui est normal, on se focalise beaucoup sur ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe à Rafah. On sait que, malgré tout, il y a aussi des problèmes, des conflits, notamment avec certains groupes armés à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie qui viennent attaquer les Cisjordaniens. Et pendant ce temps-là, on sait qu'il y a un tiers de la population palestinienne qui est réfugiée, même avant le conflit, dans des camps en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie, je crois aussi. Il se passe quoi pour eux? Est-ce qu'ils ont toujours de quoi? La situation ne doit pas être extraordinaire, mais comment ça se passe pour eux? J'ai envie de dire, la priorité est à Rafah, mais voilà, comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Est-ce qu'on leur autorise l'aide humanitaire à arriver? Enfin, voilà. Alors évidemment, c'est pas la même situation, en effet. Cela dit, elle est extrêmement catastrophique aussi en Cisjordanie. C'était déjà très compliqué avant le 7 octobre, et depuis, en fait, ça n'a fait que s'aggraver. On documente les violences à la fois de l'armée israélienne et à la fois des colons israéliens. Et en fait, il faut vraiment s'imaginer la Palestine, une carte saisissante qui date déjà d'il y a 15 ans, mais à laquelle je peux vous renvoyer, qui est vraiment l'archipel de la Palestine. Donc c'est vraiment, il faut s'imaginer que c'est des communautés et des bouts territoires morcelés. On sort là cette semaine une étude de cas sur un village
qui est encerclé en fait par l'armée israélienne et par le mur de séparation. Et là, typiquement, cette communauté de ce village-là, à Al-Walaja, n'a plus accès aux soins, en fait, est complètement coupée du monde. Donc, c'est des femmes enceintes qui vont partir un mois avant la date du terme pour être sûres de pouvoir avoir accès à un personnel de santé au moment de l'accouchement, par exemple. Et d'une manière générale, oui, la violence a extrêmement augmenté. Nos équipes elles-mêmes font face à ça. Tous les jours, on a des routes qui doivent changer. Il faut modifier le parcours. Ou ne pas pouvoir se déplacer à un endroit précis. Il faut des autorisations. Exactement, il faut passer les checkpoints. Nos voitures peuvent être fouillées dans tous les sens pendant des heures. Donc oui, la Cisjordanie, c'est très problématique. Et par ailleurs, on a très fortement augmenté là aussi notre réponse opérationnelle et mis sur pied une grosse clinique mobile avec plusieurs box pour pouvoir avoir accès aux communautés les plus éloignées du soin, en fait, tout simplement. Latifa ? On parlait tout à l'heure de ce qui était préexistant en termes de maladies, etc. Mais Médecins du Monde est à Gaza depuis quasiment qu'il y a un blocus sur cette partie-là du territoire. Alors aujourd'hui, c'est particulier, mais est-ce que c'était aussi compliqué avant et comment vous travaillez ? Est-ce que ça a effectivement amplifié des choses qui existaient déjà et comment on justifie? Je sais que les humanitaires font aussi un gros travail de plaidoyer auprès des autorités. On parlait tout à l'heure d'efforts diplomatiques. Comment aujourd'hui la France justifie son inaction sur ce territoire et comment le gouvernement israélien peut continuer à refuser de l'aide humanitaire au point où on en est en fait? Alors sur la première partie de la question, oui, effectivement, depuis quelques années, on travaillait avant le 7 octobre sur deux axes principaux ces dernières années. Sur la question de préparation des hôpitaux et des centres de santé à la réponse aux urgences. Donc ça, c'est très important, notamment, par exemple, sur les questions de triage, quand il y a un afflux massif de blessés, que le personnel de santé soit en capacité de répondre aux premiers besoins et de faire un triage. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, qui malheureusement a été pertinent. Et le deuxième axe, c'est sur les questions de santé mentale, justement, parce qu'en effet, c'était totalement préexistant avant le 7 octobre. Effectivement, la situation de blocus de 2 millions de personnes, ça n'est pas sans impact sur la santé mentale, y compris des enfants. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'intégration de consultations de santé mentale, en fait, dans des centres de santé dits primaires, enfin de premier recours, pour que ce soit accessible et qu'on puisse, là aussi, détecter des problèmes de santé mentale avant que ça puisse, là aussi, glisser vers quelque chose de plus difficile à gérer. Donc ça, évidemment, on ne peut plus le faire, en tout cas, comme avant. On travaillait beaucoup avec des partenaires, avec des organisations pour renforcer les compétences. Là, vu la situation, on est obligé de rebasculer vers une intervention en direct avec des équipes Médecins du Monde sur quelque chose de 360, en fait, sur du soin complètement global. Et j'ai oublié, pardon, la deuxième partie. Non, c'est sur les efforts diplomatiques et le droit humanitaire. En fait, comment aujourd'hui la France justifie l'inaction et comment le gouvernement israélien peut continuer à se... Parce qu'on a entendu Emmanuel Macron à plusieurs reprises rappeler le nécessaire respect du droit international, l'opposition de la France à un déploiement terrestre armé à Rafah. Voilà, ça c'est ce qu'a dit le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement ? C'est une bonne question. Faudrait la poser à lui-même. Mais on a de cesse nos équipes ici au siège. En fait, on se sert, on estime en fait à Médecins du Monde que nos opérations ne suffisent pas. C'est-à-dire que c'est très bien et c'est crucial les soins qu'on apporte, mais qu'il y a effectivement une dimension de plaidoyer qui est inhérente à notre action. C'est vraiment au cœur de notre mandat. Et notre légitimité de parole, elle vient du terrain. Elle vient de ce que nos équipes, de ce qu'on peut voir nous-mêmes sur le terrain. Donc en fait, on a de cesse en fait de demander des audiences au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, d'essayer de faire passer nos messages. Vous êtes reçu ? Ça dépend. Okay. Oui, là récemment par exemple, okay. Mais c'est pas systématique. Il faut pousser. C'est un effort collectif aussi. On n'est pas tout seul. Il y a quand même beaucoup d'ONG françaises, européennes, internationales qui se mobilisent et on fait des actions ensemble aussi. Il y a quand même, il faut le noter, c'est une chouette coordination des acteurs humanitaires. Donc oui, on arrive à faire passer des messages. Maintenant, non, c'est pas suffisant et je pense que déjà il y a une prise en compte du sujet beaucoup trop tardive.
Et là, il faut pousser plus fort, il faut pousser autrement. Usul ? Ouais, puisqu'on parle de prise en compte du sujet, il y a aussi la question médiatique. Les humanitaires, j'ai eu Ronnie Broman il n'y a pas longtemps en plateau, je l'ai entendu sur France Culture d'ailleurs il y a très peu de temps. Les humanitaires font partie des rares paroles qu'on accepte sur les plateaux pour raconter un peu ce qui se passe à Gaza, parce que Géraldine Wassner il a dit il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de journalistes palestiniens, on les écoute pas, une parole militante est suspecte d'emblée, mais bon, un médecin, ok, d'accord, ça fait bien. Quels ont été c'est audible en tout cas, quels ont été vos rapports à Médecins du Monde avec les médias? Est-ce que vous avez été sollicité? Est-ce que vous vous sentez écouté, entendu? Ou est-ce que, bon, pas trop, peut-être un peu moins que d'habitude, plus, moins? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe ces jours-ci? Il y a eu une attention médiatique quand même, en tout cas je veux parler du territoire français, où il y a quand même eu effectivement une oreille, en tout cas on l'a saisie dès que la porte s'ouvre, justement parce que je parlais de cette dimension de plaidoyer, donc c'est important de faire passer ces messages-là, et en effet parce que je trouve qu'effectivement ce qui est assez différent peut-être là dans ce contexte actuel, c'est que l'absence effectivement de journalistes nous oblige encore plus à témoigner. Vous avez fait des images. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, on y dédie peut-être encore plus de temps parce qu'on sent, c'est tout à fait juste que parce que notre mandat est celui de l'impartialité, de la neutralité, de l'humanité, que on va pouvoir effectivement être audible. Donc c'est important de le faire. Mais on n'est pas là que pour raconter ce qui se passe. On fait des demandes très claires de plaidoyer. On ne fait pas un boulot de C'est-à-dire journaliste. On fait des demandes de plaidoyer. C'est-à-dire, par exemple, de cessez-le-feu, d'ouverture des points de passage. Et donc, on n'est pas sur un travail de journaliste. On raconte ce qu'on voit. Vous communiquez avec les autorités israéliennes aussi? Alors, on est en coordination quotidienne, notamment pour... on appelle ça, c'est de l'anglicisme assez moche, mais déconflicter. On déconflicte nos mouvements et on déconflicte nos bâtiments. En fait, ça veut simplement dire donner les coordonnées GPS et annoncer la nature humanitaire du camion. Effectivement, soit du transport, soit du personnel, soit de l'immeuble, de nos bureaux, par exemple. Donc ça, typiquement, c'est une communication quotidienne. L'opération Streamer for Palestinians, ça a récolté 1 million d'euros. C'est du jamais vu pour une opération nouvelle de collecte de dons sur Twitch. Ça montre une mobilisation particulière de la jeunesse. Il se passe quelque chose en France autour du conflit à Gaza. Il y a une génération Gaza qui est en train de monter. C'est quelque chose que vous ressentez ? En tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, on est très très heureux de cette somme collectée. Elle est cruciale pour nos opérations. Vraiment, c'est déterminant. Mais en effet, de sentir derrière que c'est une mobilisation de la société civile, en fait. C'est primordial, ça compte énormément, y compris pour nos collègues à l'intérieur qui suivent autant que possible, qui savent que ça se passe. Et donc oui, il y a la dimension financière bien sûr, mais pas plus seulement. Que ça, derrière, on sent un soutien citoyen. Émilien ? Mais j'ai une petite question un peu à côté du stream, qui est effectivement en tout cas plutôt encourageant, c'est celle en fait du système de santé gazaoui. C'est-à-dire que finalement, on sait que des hôpitaux ont été bombardés, on sait qu'il ne reste plus grand-chose dans la partie nord, on sait que des médecins ou d'autres personnes hospitalières ont été tuées. C'est quoi aujourd'hui les moyens? Est-ce que vous avez des infrastructures déjà existantes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Quelle est votre coordination avec les médecins, infirmières gazaouis qui restent et qui, j'imagine, sont aussi du coup des réfugiés. Comment ça, et je parle même pas de l'après de cette guerre. Il y aura sans doute absolument tout à reconstruire. Donc comment ça se passe avec finalement les non-humanitaires là-bas? Alors, c'est un système qui est effectivement complètement par terre, un système de santé qui s'effondre. Donc, en fait, il faut se rendre compte que si on a un cas compliqué, par exemple, en termes de santé, sur un point médical, on n'a plus en place le système de référencement qui pouvait exister. Je sais pas, on détecte un problème cardio, et ben, le médecin généraliste va pouvoir référer vers la cardiologue. Voilà, exactement. Ça, en fait, c'est par terre. Donc, effectivement, ça crée une difficulté, y compris pour nos collègues, très forte. Après, on reste en lien avec le personnel de santé. Je vous parlais des 43 personnes à l'intérieur. C'est des personnes qui sont gazaouis, qui travaillent pour Médecins du Monde, pour certains, depuis plus de 10 ans. Donc, les connexions, elles sont là quand c'est possible, elles existent. Et on travaille... Médecins du Monde est connu à l'intérieur, donc on arrive à se coordonner, mais
parce que là, de nouveau, à Deir el-Bala, les gens se sont rassemblés, donc on peut de nouveau faire des réunions de coordination, par exemple, ce qui est indispensable pour savoir quelle équipe va se mettre où, qui sait faire quoi. Et ça, il faut pouvoir se rencontrer, donc il faut pouvoir circuler. Je reviens sur l'histoire du fuel, il faut de l'essence dans les voitures pour pouvoir bouger, se rassembler dans un endroit relativement safe pour pouvoir discuter de ces choses-là, pour que la qualité soit au rendez-vous. Donc là, on y arrive parce que notre équipe, elle est établie depuis longtemps et qu'elle a cette expertise-là, cette connaissance fine. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur cette mobilisation qu'on a de la jeunesse, c'est l'accès qu'on a aux images. Lorsqu'à Rafah, il y a eu un camp de réfugiés des Nations Unies qui a été bombardé par l'armée israélienne, on a eu accès à 2 types d'images en France. D'abord, les images floutées, les images qu'ont diffusées les médias, parce qu'ils ont des chartes, des règles. Ils floutent les corps, ils ne montrent pas tout, ils expliquent, ils font leur travail de journaliste, mais ils ne montrent pas. Mais comme on n'est plus à l'heure de la télévision, on est à l'heure des réseaux sociaux, on a aussi eu accès par d'autres internautes aux images non floutées. Et on est très nombreux à avoir vu le caractère très cru de la guerre, des victimes, des corps calcinés. Et c'est quelque chose qui choque profondément. Il y a eu un peu un avant, un après Rafah, je crois, dans la mobilisation, quelque chose de très particulier. Ça fait penser un peu à la guerre du Vietnam, où la télévision a joué un rôle majeur dans la mobilisation de l'opinion publique américaine, parce que pour la première fois, les Américains avaient accès à des images. Des journalistes qui montraient l'horreur de la guerre, des blessés, notamment des GIs américains, mais aussi des Viet Cong. Donc, il y a quelque chose aussi d'assez intéressant sur le rapport à la guerre qu'on a, je trouve, en France. Et le témoignage qu'apporte Médecins du Monde, c'est aussi un témoignage direct du terrain. Et c'est quelque chose qui rend véritablement visible ce que peut-être certaines personnes souhaiteraient ne pas rendre visible. Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Après, effectivement, ces images... elles ont été très fortes, effectivement. Après ce bombardement-là, on a eu effectivement beaucoup d'autres avant. Et nous-mêmes, on est dans une sélection, évidemment. Alors, encore une fois, je le répète, sans être journaliste. C'est pas parce qu'il n'y en a pas à l'intérieur qu'il faut qu'on joue ce rôle-là. Mais oui, c'est peut-être qu'en effet, ça joue un rôle et que voilà, c'est important. Tant mieux si ça peut... faire prendre conscience. Est-ce que vous comprenez, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais pour expliquer, ça sert à rien de donner, par exemple, à des organismes, on peut directement aider des familles palestiniennes, c'est ce que permettent aussi les réseaux sociaux aujourd'hui et Internet de manière générale. Les cagnottes. Ouais, voilà, les cagnottes, les GoFundMe, etc. Quel est votre regard là-dessus? Et c'est vrai qu'on a l'information comme quoi Israël ne laisse pas passer d'aide humanitaire, donc est-ce bien nécessaire de soutenir des organisations humanitaires? En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup. Ouais. Préférer plutôt des soutiens financiers directs. Je comprends la question. Je comprends aussi d'ailleurs la volonté peut-être d'avoir un lien direct avec une famille. Je l'entends parfaitement. On arrive à travailler à l'intérieur, même si on pourrait lister 15 défis quotidiens pour le faire. Et je crois que ce qu'on met en place... Alors déjà, c'est pas tout à fait la même échelle d'action. Il faut quand même évidemment s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand on a un point médical qui voit entre 300 et 500 patients par jour, certes, c'est pas une famille qui s'enfuit, mais ça a un impact différent. Et nous, notre mandat, c'est vraiment d'agir quand le système de santé, justement, s'effondre ou s'est effondré, quand il y a un point de rupture très net. Et donc, on agit sur des échelles qui ne sont pas les mêmes, quand même. Et puis, voilà, encore une fois, je peux tout à fait comprendre, mais du coup, on n'est pas sur des critères de vulnérabilité ou de besoins les plus criants. Et c'est d'autres critères qui vont primer. L'accès aux réseaux sociaux, par exemple, la capacité à pouvoir s'exprimer en anglais ou dans une autre langue. Enfin, typiquement, on n'est plus du tout sur le même type de public. Et nous, Médecins du Monde, on a vraiment comme mandat d'aller vers les personnes les plus vulnérables, les plus en difficulté, les plus éloignées du soin, en fait. Et juste pour ce million, vous savez déjà à quoi il va servir, renforcer les opérations existantes. Vous avez déjà une idée? Oui, dans plein. Peut-être quand même pour vous donner un ordre de grandeur, la mission, en tout cas les projets à Gaza et en Cisjordanie, ils sont autour de 10 millions. Donc en fait, ce million-là, il est crucial à plusieurs égards. En fait, il va à chaque fois nous permettre d'enclencher, d'amorcer des actions ou des projets. On le dit quelquefois, j'ai d'expliquer le concept, mais parfois, ces dons issus vraiment de la société civile et du grand public, on peut dire qu'ils sont réutilisés plusieurs fois. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, là, on va pouvoir acheter par exemple des médicaments, donc faire repartir un nouveau fret qui
probablement, on l'espère, en tout cas, on va aller voir des bailleurs publics, des bailleurs institutionnels, qui peut-être vont pouvoir nous suivre sur ce fret-là, une fois qu'il a commencé, une fois qu'il est parti, par exemple. Et donc, ça relibère de nouveau l'argent qu'on avait engagé pour le fret, pour en refaire partir un autre, ou construire un autre point médical, ou embaucher des gens. Voilà. Donc ça fait partie de la manière dont on gère les fonds, et c'est crucial en termes d'indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, on a la liberté de pouvoir refuser des financements quand les conditions ne vont pas nous convenir, par exemple, et ne vont pas respecter notre mandat d'intervention. Dernière question, comment on peut continuer à vous aider ? Je pense qu'en effet, il y a quand même deux axes principaux. Je les évoquais tout à l'heure. Évidemment, financièrement, ça reste... Faire des dons sur Médecins du Monde. Ça reste crucial, tout à fait. Et ensuite, une mobilisation de la société civile. Ça a un impact sur les politiques, sur les personnes, tout simplement, qui sont en capacité de pousser, de faire plier un gouvernement, en l'occurrence, là, le gouvernement israélien. Merci beaucoup, Louise Merci Bichet. Un tonnerre d'applaudissements pour Louise Bichet. Bon courage à Médecins du Monde. Merci beaucoup.